Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sommaire. Les inscriptions sur les listes électorales seront prolongées jusqu'au 10 décembre au Burundi. Le scrutin aura lieu en 2015, mais l'affluence n'est pour l'instant pas au rendez-vous. Une délégation congolaise en Ouganda pour accélérer le rapatriement des ex-combattants du M23. Le mouvement rebelle affronte depuis mai 2012 l'armée congolaise dans la province du Nord Kivu, frontalière au Rwanda. Il a été surnommé le lion du business. Le milliardaire Aliko Dangote a été élu personnalité africaine de 2014 par le magazine Forbes, un titre qui récompense ses investissements mais aussi les actions de sa fondation. L'enrôlement électoral divise au Burundi. Démarré le lundi 24 novembre en vue des élections générales de 2015, le processus ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition. Et face au retard pris dans le processus, la CENI, l'instance chargée d'organiser les élections, a décidé de prolonger jusqu'à ce mercredi 10 décembre les inscriptions. Ibrahima Djindjaï. Prolongement jusqu'à ce mercredi 10 décembre des inscriptions pour l'enrôlement sur les listes électorales. Au Burundi, les résultats pour l'enregistrement en vue des futures élections ne sont pas au rendez-vous. Seuls 2,5 millions d'électeurs sur les 4 200 000 attendus se sont fait enrôler. Des irrégularités ont été également signalées. Il est normal que la CENI du Burundi prolonge la période d'enregistrement parce qu'après les 2 semaines, ils en sont à 2,5 millions d'électeurs sur 4,2. Et en général, à cette période, ça devrait être vraiment très avancé. Mais tout de même, ils avancent d'une semaine tout en sachant qu'ils ont fait la moitié. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a les mêmes personnes, surtout du parti du pouvoir, du CNDD, qui sont enregistrées 2 fois dans 2 endroits différents. Ce qui ferait, si le phénomène s'amplifiait, ce qui ferait que finalement les inscrits pourraient dépasser 4 200 000, ça serait finalement un problème pour le Burundi. L'opposition et la société civile prônent une mesure beaucoup plus radicale et préconisent l'annulation du processus. Un quiproquo qui illustre en effet les difficultés de la CENI à organiser les élections. L'opposition réclame l'annulation de l'enregistrement, y compris la société civile, pour refaire à nouveau. Donc c'est un problème vraiment d'organisation d'élections qui peut générer des tricheries au niveau de la période électorale. Il manque du temps pour la population, mais en même temps l'opposition n'a pas beaucoup mobilisé. Et il y a beaucoup de partis qui sont retirés de l'observation des enregistrements. Et il y a une hésitation au niveau de l'opposition entre y aller à fond ou vraiment y aller à moitié. Donc la balle est lancée entre la CENI et l'opposition. On ne sait pas exactement quel jeu joue l'opposition. Est-ce que l'opposition va se présenter aux élections ou fera comme en 2010? Donc, c'est vraiment la grande question aujourd'hui qui se pose. Autre pomme de discorde entre le parti au pouvoir et l'opposition, la composition de la Commission électorale nationale indépendante, notamment au niveau de la répartition de son personnel. Les élections des députés et des conseillers communaux sont prévues le 26 mai 2015. Quant au scrutin présidentiel, il sera organisé le 26 juin 2015. En Côte d'Ivoire, zoom sur de nouveaux candidats pour le parti de la majorité. Il s'agit du diplomate Essi Amara et l'ex-responsable des jeunes du parti, Kouadio Konan-Bertin. Des déclarations qui font suite au désaveu de plusieurs membres du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le président du parti, Henri Konan Bédié, ayant appelé au soutien de la candidature du président de la République, Alassane Ouattara. Les précisions de Marina Vanier. 2 leaders du PDCI en course pour la présidentielle de 2015. L'ex-ministre Essi Amara a fait déposer son dossier de candidature ce jeudi 4 décembre au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Abidjan. Il est soutenu par une frange importante des militants, notamment les agriculteurs. De l'autre côté, il y a le député Kouadio Konan-Bertin. L'ex-responsable des jeunes entend sauver le parti selon lui. Ces annonces interviennent alors que le président du PDCI, Henri Konan Bédié, avait appelé le mercredi 17 septembre 2014 à soutenir la candidature du chef de l'État, Alassane Ouattara. Il y a des ambitions qui essaient de s'exprimer en dehors de la ligne que veut le président du PDCI. Je le trouve normal, ça fait partie de la vie politique, ça contribue à dynamiser la vie politique. Mais en tant qu'observateur attentif de la vie politique ivoirienne, ça ne change pas grand-chose. Je peux considérer que
tous ceux qui présentent et qui annoncent des candidatures maintenant veulent bien montrer qu'ils existent bel et bien, veulent bien montrer qu'ils vivent et qu'il faut qu'on compte avec eux. L'alliance entre le PDCI et le Rassemblement des Républicains RDR du président Ouattara avait permis la victoire du chef de l'État lors du second tour de la présidentielle de 2010. Il faut attendre l'ouverture officielle des candidatures pour savoir si ces candidatures sont validées ou, je ne dirais pas validées, mais sont confirmées. En plus, pour nous, en tant qu'observateurs de la politique ivoirienne, nous savons que pour être candidat au nom d'un parti, il faut bien que ce parti accepte de vous investir. Et chaque parti a son mécanisme, mais tous les mécanismes se rejoignent quelque part au PDCI par des conventions. Donc, il faut attendre la convention du PDCI pour savoir qui a effectivement le soutien officiel du parti. Le bureau politique du PDCI devrait se prononcer le 18 décembre 2014. Ce bureau statuera ou non sur l'organisation d'une convention pour désigner un candidat du parti. Un forum régional sur la justice se tiendra mardi à Mopti dans le centre du Mali. Une cinquantaine d'acteurs de la justice ont été conviés, des avocats, des officiers de police judiciaire, des personnels de l'administration pénitentiaire, des huissiers de justice qui débattront pendant 3 jours. Les principaux thèmes abordés seront la justice transitionnelle, l'accès à la justice et la citoyenneté. Une trentaine de personnes a perdu la vie lors de la révolte populaire d'octobre 2014 au Burkina Faso. De jeunes manifestants souvent élevés au rang de martyrs par les autorités de la transition. Mais pour les organisations de la société civile, il faut aller plus loin et établir les responsabilités dans ces décès. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Le mardi 2 décembre, le Burkina Faso a enterré ses martyrs. Près d'une trentaine de personnes ont perdu la vie lors de l'insurrection populaire en octobre dernier. Insurrection qui a mis fin aux 27 ans de règne de l'ancien président Blaise Compaoré. Même si l'heure est au recueillement, du côté de la classe politique et de la société civile, des voix s'élèvent pour réclamer justice. Compte tenu de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que d'ores et déjà, l'on puisse établir la vérité sur les circonstances exactes de l'assassinat de ces jeunes. Quelqu'un a donné l'ordre de tirer, des éléments ont tiré. Nous voulons savoir qui a donné cet ordre et qui a tiré sur ces jeunes. Que la lumière et la justice soient faites sur ces cas précis-là. C'est ce que nous attendons. Les discours, c'est bien, mais nous voulons plus que les discours. Nous voulons des actes. Parce que comme nous l'avons toujours dit, trop, ça commence à devenir trop. Les victimes de cette insurrection sont en majorité jeunes. Une leçon d'héroïsme et un devoir de mémoire pour certains activistes de la société civile. Au-delà de la justice pour ces martyrs, ils souhaitent le traitement rapide d'autres crimes de sang et économiques dans le pays. Nous sommes toujours là et que nous sommes déterminés à ce que tous les dossiers soient réouverts et que cette lutte-là n'ait pas été vaine, que ce sacrifice n'ait pas été vain, que enfin nous soyons passés de la 4e République à la République de tous les espoirs pour le peuple burkinabé. Ces martyrs ne sont pas tombés pour la paix et la démocratie pour rien. Derrière, nous prenons l'engagement de continuer la lutte pour leur mémoire. La charte signée le 16 novembre dernier a prévu de se pencher sur les questions judiciaires. À cette fin, le président Michel Kafando vient de créer la Commission de la réconciliation nationale et des réformes. Elle aura pour mission de renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. En République démocratique du Congo, le mouvement rebelle du M23 est au centre d'un tiraillement avec l'Ouganda. Kampala veut accorder le statut de réfugié politique aux rebelles de ce mouvement, mais accuse Kinshasa de faire traîner le processus. Une délégation est arrivée ce vendredi 5 décembre en Ouganda pour la mise en œuvre du rapatriement des derniers membres du M23. Marina Vanier. Une délégation congolaise en Ouganda pour accélérer le rapatriement des ex-combattants du M23, mouvement rebelle qui affronte depuis mai 2012 l'armée congolaise dans la province du Nord Kivu, frontalière au Rwanda. Cette mission est arrivée ce vendredi 5 décembre dans l'espoir d'activer ce processus. Le gouvernement avait donné jusqu'au 12 décembre à la RDC pour les rapatrier, dénonçant une lenteur d'exécution des autorités congolaises. Pour la République démocratique du Congo, la délégation du M23 a refusé de se rendre à Kinshasa lors de la dernière réunion de suivi en novembre 2014. Si l'Ouganda accordait le statut de réfugié politique à ces membres ex-rebelles de M23, donc ils seraient libres
comme ils ont gardé les armes, et ils pourraient reprendre la guerre au Congo ou éventuellement passer par d'autres mouvements. Donc, le gouvernement congolais a intérêt à négocier. Le 12 décembre 2013, l'Ouganda et la République démocratique du Congo avaient signé les déclarations de Nairobi, mettant fin au conflit entre le M23 et les forces congolaises. Cet accord prévoyait notamment l'amnistie et le rapatriement des troupes. C'est parce que le gouvernement congolais veut amnistier que 330 ex-rebelles sur 1678. Il y en a d'autres au Rwanda. Donc, il pourrait y avoir un problème entre les deux pays. Et Kampala ne veut pas garder toujours ces rebelles armés, toujours contrôlés et nourris. Donc, l'Ouganda voudrait bien s'en passer pour éventuellement qu'il y ait des accords. Parce que l'Ouganda aussi gère une autre rébellion et surtout en plus qui se passe au Congo. Le gouvernement congolais a déjà amnistié 560 éléments du M23 qui doivent désormais intégrer le processus DDR, désarmement, démobilisation et rapatriement. Un lion en matière de business, c'est en ces termes que le magazine financier Forbes a décrit le milliardaire nigérian Aliko Dangote. Le journal vient de l'élire personnalité africaine de l'année 2014. Certes, ses investissements ont été félicités, mais pas seulement. Les précisions de Ibra Radinjai. L'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote, élu personnalité africaine de l'année 2014. Considéré comme un magnat du business, l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, avec une fortune personnelle de 25 milliards de dollars, a vu son bénéfice de l'année 2013 croître de 40% à 190,76 milliards de naira, contre 135,64 milliards un an plus tôt. La plus grosse capitalisation boursière de la Nigerian Stock Exchange ne compte pas pour autant en rester là. La cimenterie Dangote prévoit en effet de doubler sa capacité de production de ciment à travers l'Afrique, la faisant passer à 40 millions de tonnes, et l'homme d'affaires ne compte pas s'arrêter là. Bien sûr qu'il y a des challenges, mais aucun n'est insurmontable, tant que nous restons soudés et déterminés à en triompher. Si nous unissons nos efforts, nous pouvons libérer l'Afrique de la pauvreté, de l'ignorance et de la maladie qui constituent les 3 obstacles à notre développement en tant que peuple. Pour les observateurs, la réussite de cet homme d'affaires n'est pas une surprise, car Aliko Dangote touche à plusieurs secteurs tels que l'énergie, l'agriculture et investit également dans plusieurs pays du continent. La réussite de l'homme nigérien, M. Aliko Dangote, s'explique tout simplement par le fait que c'est un visionnaire, de mon point de vue, dans la mesure où il a une vision globale macroéconomique de l'Afrique. Il s'intéresse énormément au continent. Il a commencé dans le secteur du ciment, chose qui est un choix stratégique qui est très très bien pensé dans la mesure où on sait que l'Afrique a besoin de construire. Le ciment, c'est la matière première. Donc Dangote s'est lancé dans un secteur qui est un secteur porteur pour l'Afrique. Aliko Dangote est à sa 4e nomination pour cette récompense. Il réalise également de nombreuses œuvres caritatives à travers le continent via sa fondation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.